יושב בססר עליון, בצל שדי, יסלונון, אומר לאדוני מעשי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס, בבוסו יוסך לוך, וסחס כנופו תכסה, צינו וסוחרו עמיתו, לא סירו מפחד לא אלו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צורועים, ייפול מצידכו אלף ורבובו ממינכו, אלכו לא יגוש, רק בעיניכו סביץ ושילומס, ראשו אם תראה. פייתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונכו, לא שאונה אליכו, ונגע לא יכחב ואוהלכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכיכו, על כפיים ישאונכו, פן תיגוף ואבן רגלכו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כשיר וסנין, כי בי חושק ופלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני וענהו, אנוכי בשורו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומים אשביעהו, והרהו בישועתי. תהילים 121. שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ, אל ייתן למות רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא ישון, שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני יצילכו על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכלכו, ישמור את נפשכו, אדוני ישמור צאצאכו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים 130. שיר המעלות ממעמקים פרוסי אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינה אוזניך קשובוס לכל תחנוני, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו למען תבורא, כביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו יכולתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עבודתו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. פורטוני בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, יהושע בן קילה, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'רף חג'י בן מרים, חיה בת רומי, מרדכי בן ביה, נחמה דינה בת ציפורה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה, רפאל בן רחל,
Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Yaakov Yitzchak Baruch ben Alisa Isha, Yehonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Ulachiotam, Ulachzikam, ישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשס"ה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Encore une fois, merci à vous tous pour votre participation à ce bon moment. Et voilà, je vais te demander, Jonathan, réactive ton micro. Merci. Voilà, alors je te mets en vedette et on est tous, on t'écoute, on est là pour t'écouter. Je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir les textes en même temps. Voilà, normalement vous devriez le voir. Alors, d'abord merci, hein. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer et on espère que les prochaines études seront faites avec tous les malades qui seront sur pied avec nous. Donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui me hante depuis un bon moment maintenant. C'est des éléments, des épisodes donc de l'épopée d'Ibn Israël, où on a, on a une réaction de Moshe qui est un petit peu étonnante. On a une réaction de Moshe qui est un petit peu étonnante parce que cette réaction, c'est pas une réaction de décisionnaire, forcément, voire même parfois c'est des réactions très silencieuses. Donc ça, c'est le point de départ un petit peu de ma réflexion, le sujet de ma réflexion, autour justement de ces moments-là où Moshe laisse la main, entre guillemets, si on devait résumer. Et ce que j'aimerais travailler, en fait, c'est par rapport à certains des cas de figure, justement, où Moshe reste silencieux et ne tranche pas, c'est de proposer une lecture des événements et des personnages qui interviennent dans ces événements, dans ces épisodes-là. Donc le premier événement, le point de départ de tout ça, c'est l'histoire du Mekoshesh Etzim. C'est un des sujets qui me fascine dans la période du désert. Donc c'était, on l'a lu il y a 3 jours, c'est dans Shelach Lecha. C'est la toute fin de la paracha. Donc on a vu l'épisode des Meragelim, on a vu la punition qui s'ensuit. Et ensuite, donc, on a cet épisode du Mekoshesh Etzim qui est assez court. On va le lire rapidement. Donc, dans Bamidbar Tedvav, Vayi Bnei Israël Bamidbar. Donc, les Bnei Israël étaient dans le désert. Donc, jusque-là, rien d'anormal. Vayimtseu Ish Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat. Et donc, les Bnei Israël ont trouvé un homme, un individu, Ish, qui est en train de couper du bois donc le jour de Shabbat. Donc, à ce stade-là, on sait tous qu'il est interdit de couper du bois Shabbat. A priori, eux aussi. Sinon, le passage ne serait jamais mentionné dans la Torah. Et donc, c'est ce jour-là, donc cet individu-là était en train de couper du bois. Pourquoi? On ne sait pas, le contexte n'est pas précisé. Vayikrivu, Oto Amotzim, Oto, donc, ils l'ont apporté, ils l'ont approché, ceux qui l'ont trouvé, donc ce Mekoshesh Etzim, El Moshe vers Moshe vers Aaron, vers Kol et Aïda, donc vers Moshe et Aaron et toute l'assemblée. Vayanichu Oto Bamishmar, donc très étonnant. Il n'y a pas énormément d'occurrences dans la Torah où on voit un tel cas de figure, justement. Ils l'ont mis en prison. Kilo Porash, Maya Selo, parce qu'ils ne savaient pas, Kilo Porash, Maya Selo, on ne savait pas ce qu'il fallait lui faire. Alors c'est très étonnant parce qu'a priori, Moshe est en mesure de savoir ce qu'il faut lui faire, puisqu'il a transgressé Shabbat. Somme toute, la loi, elle est connue par Moshe, il devrait pouvoir y répondre. Donc on va s'intéresser à ce point-là. Yomer Hashem el Moshe, donc tout de suite on voit que donc Moshe ne prend pas parole. Donc Moshe, il est observateur, on va dire, sur cette scène-là. Et tout de suite, Hashem prend la parole et parle à Moshe, il lui dit Matiyuma Taïsh. Ragwamoto Ba'avanim Kol Haedam Yichutz Lamachane. Donc il donne le din, il explique, voilà, le Mekoshesh Etzim, on doit le tuer, vous allez le tuer, vous allez le mettre à mort, vous allez le lapider. Et qui c'est qui va le faire? C'est Kol Haeda, toute la communauté, toute l'assemblée. Mirchutz Lamachane, en dehors du camp. Vayotzi Oto, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté Hachem. Vayotzi Oto Kol Haeda el Mirchutz Lamachane, on l'a sorti du campement avec toute l'assemblée.
Vayargemu oto ba'avanim, vayamot, kasher tziva Hashem et Moshe. Jusque-là, tout est cohérent. Ils appliquent la punition divine qui a été proposée par Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, il est mort, et donc Hashem va rajouter quelque chose, et il va dire Daber el Bnei Israël, parle aux Bnei Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras Ve'asulahem tzitzit al kanfe bigdem ledorotam. Et donc là, on repère Venatenu al tzitzit al kanaf pikit techelet. Il va citer donc la dernière paracha du schéma, qu'on connaît bien, cette mitzvah de tzitzit. Alors c'est très intéressant, parce que alors déjà la mitzvah de tzitzit, on ne va pas forcément travailler le lien de pourquoi est-ce que ça intervient à ce moment-là. C'est un des points qui est assez étonnant, c'est que dans les différents cas de figure où Moshe n'intervient pas, ne donne pas de réponse, on a une prise de parole d'Hachem qui va apporter qui va donner soit du détail, soit donner des halachot qu'on n'avait pas jusque-là a priori, ou qu'on avait, mais que vraisemblablement on n'était plus capable de maîtriser. Et ça va toucher à la suite de l'histoire un petit peu plus loin. Donc ce qui est intéressant dans ce paragraphe, c'est qu'a priori c'est un cas de figure assez simple, un individu qui transgresse, la loi est connue, le seul élément un peu étonnant, c'est que Moshe n'applique pas la loi lui-même et que c'est Hachem qui intervient. Donc spontanément, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est là où ça commence à devenir un peu plus complexe, on a une Gemara dans Shabbat, Daf Tzamer Vav, qui explique Tanu Rabanan, donc un enseignement de nos maîtres, Mekoshesh Zetzelofrad. Donc celui qui coupait du bois et donc qui a été mis à mort dans la paracha, dans la fin de paracha de Shelach, cet individu s'appelle Tzelofrad, et dans la Torah, on connaît un seul Tzelofrad, a priori. C'est donc le père de 5 filles qu'on va observer dans un cas de figure complètement différent, et qui fait partie des cas de figure où Moshe ne répond pas directement à la demande. Donc ça, on va le voir un peu plus loin. Vayu Bnei Israël Bamidbar. Alors comment la Gemara elle va définir ça? Simplement en faisant une analyse du langage des psukim. Bamidbar, Bamidbar. Donc on a un passage qui nous dit Vayu Bnei Israël Bamidbar Vayimtseu Ish Mekoshesh. Donc c'est ce qu'on vient de lire juste avant. Ils ont trouvé dans le désert un homme qui coupait du bois. Et Léa Lan, et un peu plus loin, où Omer, il est dit Avinu Met Bamidbar. Donc c'est ce qu'on lira tout à l'heure sur les bnot Tzelofrad, les filles de Tzelofrad. Elles disent notre père est mort dans le désert. Bamidbar, Bamidbar. On se sert de ce mot en commun et on dit Maléalan Tzelofrad, Afkan Tzelofrad. D'ivré Rabbi Akiva. Donc ça c'est Rabbi Akiva, il dit le mot Bamidbar revient dans les deux situations. On ne sait pas qui est le père et on ne sait pas qui est le Mekoshesh Etzim, mais on va faire le parallèle. Le Mekoshesh Etzim s'appelle Tzelofrad. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Alors, je cite la suite de la Gemara qui est intéressante aussi. Je ne vais pas forcément apporter beaucoup d'éléments de réponse. Je vais développer des idées par rapport à ça. Mais on va soulever quand même un point intéressant ici, puisque Rabbi Yehuda ben Betera lui répond. Il lui dit Akiva, ben kar ben kar, ata atid titen et adin. Donc, que ce soit comme cela ou comme cela, tu finiras par donner le din. Alors, ce n'est pas très clair si c'est sur lui-même. Est-ce que c'est une invective pour lui dire tu seras puni? Ou est-ce qu'il lui reproche justement d'émettre un jugement? Et c'est là c'est dans cette lecture que je vais me diriger, sur le fait d'émettre des jugements. Im kitvarecha. Donc si c'est vrai ce que tu nous racontes, que Tzelofrad est bien le Mekoshesh Etzim, Torah kisito, vata megaleoto. La Torah, elle l'a caché, parce qu'elle ne l'a pas dit qui était ce Mekoshesh, et toi tu le dévoiles. Veimlav, atamotzi laaz aloto tzadik. Et si c'est pas vrai, alors à ce moment-là, tu es en train de dire que Tzelofrad est celui qui a fauté et qui a transgressé Shabbat, et c'est pas juste. Donc tu parles mal sur cet individu. C'est intéressant parce qu'il y a une notion de la Torah a dissimulé quelque chose et toi tu le découvres. C'est très perturbant pour moi parce que justement tout l'intérêt de la Torah, c'est justement d'aller creuser et d'essayer de comprendre ce qu'elle a voulu nous dire. Tout n'est pas complètement explicite dans la Torah, et donc c'est le travail des Chachamim et le nôtre d'aller gratter et d'aller découvrir justement quel était l'intérêt. Là, il y a une particularité, c'est qu'on est sur une question d'individu. Donc la Torah nous a dissimulé un individu. À voir. En tout cas, c'est un axe de réflexion par rapport à cette situation-là. Cette Gemara, elle ouvre en tout cas sur un autre angle de vue de cette histoire du Mekoshesh. J'y vais un peu vite. Ensuite, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, on va un peu aborder la question des filles de Tzelofrad. Donc dans Bamidbar Kavzaïn, c'est un peu plus loin. Vatikravna benot Tzelofrad ben Hefer ben Gilad ben Machir ben Menaché les Mishpechot Menaché ben Yosef. Donc on nous donne toute la généalogie de ces filles. Ve'ele Shemot benotav, et on cite leurs noms.
Machla, Noah, Chogla, Milka, Vetirtza. Donc ces 5 filles de Tselophrad, qu'ils soient Mekoshesh ou non, elles se sont approchées. A priori, elles se sont approchées de qui? De Moshe. Donc c'est en général le langage de s'approcher, il est pour obtenir une réponse. Et en général, c'est vers Moshe. Vata Modna Lifne Moshe, donc elles se sont tenues devant Moshe, Velifne Elazar, donc, qui était le Kohen, devant Elazar, Velifne Anessim, et devant les princes, Vechol Aeda, et donc toute l'assemblée, Petach Oel Moed, à l'entrée du Oel Moed, de la tente, les morts en 10 ans. Donc elles ont une question. Avinu Met Bamidbar, donc c'est là où on retrouve le fameux pasuk cité dans la Gemara. Notre père est mort dans le désert. Alors on va essayer d'être le plus proche du pshat pour bien analyser après la suite des événements. Veu loaya betor haeda, anoadim alachem. Et donc lui, il ne faisait pas partie de l'assemblée qui s'est retrouvée face à Hachem, donc qui ont Ba'adat Korach, donc l'Aedat Korach, qui bechet omet, car de sa faute, il est mort. Uvanim lo ayulo, il n'avait pas de fils. C'est intéressant parce que Ubechet omet, il est mort par sa faute. Il y a un côté un petit peu rugueux, on va dire, dans la formulation. Donc là, on voit qu'elles décrivent quand même leur père de manière très précise, en précisant qu'il ne faisait pas partie de l'Aedat Korach et qu'il n'a pas fait partie donc de cette Eda qui s'est rebellée, on va dire. Lama Yigar Hashem Avinu, donc là vient la demande. Pour l'instant, on a du contexte. Pourquoi est-ce qu'on va réduire, on va diminuer le nom de notre père, Mitor Mishparto, donc dans sa famille, qui en loben parce qu'il n'a pas de garçon, Tenalanu Achouza, donnez-nous une parcelle de terrain, donc en héritage, donc de la terre d'Israël, Betor Achi Avinu, parmi les frères de notre père. Donc c'est une question d'héritage. Le nom de notre père va disparaître, donc il n'a plus la part dans la tribu. Nous demandons à avoir cette part-là pour ne pas perdre le nom de notre père. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moshe ne répond pas directement. Vayakrev Moshe et Mishpat Lifnei Hashem. Donc Moshe, là, c'est une démarche qu'il fait à demander à Hashem. On va voir pourquoi. Et là, ensuite, donc Vayamar Hashem el Moshe, Hashem va répondre Ken Bnot Selofrad Dovrot. Donc, je passe rapidement la suite. Je vais dire, elles ont raison. On va leur donner une parcelle de terrain parmi leurs oncles, en fait. Et donc, elles se passeront cet héritage-là. Et ensuite, de nouvelles règles. Vel ben Israël Tedaber les morts. Donc, comme si la question des Bnot Selofrad des filles de Selofrad allait créer des nouvelles règles, des nouveaux dynim qui n'existaient pas avant, puisque Hachem va dire, voilà, une personne qui décède et qui n'a pas de garçon, à ce moment-là, l'héritage de la terre ira à ses filles. Et ainsi de suite. Donc, on va dérouler les différentes cas de figure, Ve'enachim, s'il n'y a pas de frère pour le père, etc. Très bien. On va pas s'étendre plus que ça sur la suite des psukim qui pourrait être intéressante. Mais on va essayer d'avancer sur la suite d'abord. Donc déjà, on va essayer de faire le tri un peu dans cette demande. Rashi nous éclaire déjà sur Veu Loaya. Et lui, il ne faisait pas partie donc, des assemblées qui ont fauté. Velefisha Yubaot Lomar, Bechet Omet, et puisqu'elles sont venues en disant par sa faute, il est mort. Donc c'est sur cet élément de langage-là que Rashi il intervient. Niskeku Lomar, Lo Bechet Milolenim, Velo Beadat Korach, chez Yitsu à la Kadosh Baruch Hu. Donc ils ne faisaient pas partie donc, de l'assemblée qui est venue murmurer, ni la Edat Korach, donc on va travailler juste après. Chez Yitsu à Kadosh Baruch Hu, qui s'est dressé contre Kadosh Baruch Hu. Et là, Bechet Olevadomet, il est juste mort par sa faute. Et en soi, ça n'a rien de. Quand on relit Rashi, c'est un peu plus tendre, on va dire. Il a fait une erreur, il a payé son erreur, mais il est mort par sa faute. Il ne faisait pas partie d'une Eda en particulier. Et plus important encore, Velo Echeti et Acheri Mimo. Il n'a pas fait fauter les autres. On va voir la différence juste un peu plus tard. Rabbi Akiva Omer, Mekoshe Shetzim, Aya, etc. Donc là, c'est le Rashi, il cite la Gemara qu'on a lue juste avant. Et on a une autre Gemara qui suit donc dans Baba Batra, qui nous enseigne que Avinu Med Bamidbar, Ze Tselofrad, donc le même rappel pour nous dire que les filles de Tselofrad, leur père qui est mort dans le désert par sa propre faute, c'est Tselofrad, et lui ne faisait pas partie de la Eda, Ze Edat Meraglim. Donc on vient un peu préciser. C'était pas forcément très clair, c'est la Eda des Meraglim qu'on a lu au début de la paracha de Shenar, donc qui ensuite a été complètement décimée par la faute des Meraglim qui sont venus et qui
qui ont, comment dire, décrédibilisé Eretz Israël, donc le nom de la terre, par Hachem. Donc Meraglim, Anoadim, al Hachem, qui se sont dressés contre Hachem, et Lou Mitlonenim, Be'edat Korach, et ensuite, là, Anoadim, al Hachem, c'est ceux qui faisaient partie de la Edat Korach. Le Rambam va rentrer un peu plus dans les détails. Ramban, pardon, il va citer Rashi, Velu Loaya, il ne faisait pas partie, et donc il va citer Rashi, les fiches chez Vio Bechet Omet. On va prendre donc la milieu de la troisième ligne, Lachon Rashi, donc c'est le langage de Rashi, Velo Piresh Lama Ayu Baot, Lomar Bechet Omet. Mais on n'explique pas vraiment pourquoi est-ce qu'elles ont dit il est mort par sa faute. Elles nous ont dit il ne faisait pas partie donc des Meraglim, il ne faisait pas partie de la Edat Korach, mais pourquoi nous préciser qu'il est mort par sa faute? Et là, chez Tomarna, Avinumet Bamidbar ou Banim Loayou, vous aurez dû tout de suite venir et dire voilà, notre père est mort dans le désert, il ne faisait pas partie de la Edat Korach, et il n'avait pas d'enfant. Donc pour lui, le Ramban, c'est en trop. Kiken Araou et Amer, c'est comme ça qu'elles auraient dû le dire. Aval Alda Trabotenu, donc il va citer la Gemara de Baba Batra, ou Trechulomar, chez Loaya Be'edat Korach. Donc elles ont eu besoin de préciser, il ne fait pas partie de la Edat Korach. Pourquoi? Les fiches Edat Korach, Loaya Lahem Chelek Ba'aret. Parce que la Edat Korach, ceux qui ont fauté, n'ont pas eu de part dans la terre. Ce qui veut dire que les filles de Tséphra étaient quand même bien à l'écoute de ce qui se passait et de la loi de Moshe, puisqu'elles ont déduit que ceux qui faisaient partie de la Edat Korach n'auraient absolument pas le droit à la terre, donc elles n'auraient même pas réclamé s'il avait fait partie de cette Eda-là. Vechen lemit lolemim chez Edat Korach, ki nishma ze ba'am, Mibet Dino chez Moshe, donc il sortait du Beddin de Moshe. Donc c'est intéressant. Donc les Bnot Tsephra, elles sont décrites comme des personnes qui étaient très à l'écoute de ce que Moshe disait, du cas de figure, du contexte, et elles avaient un vrai recul sur les événements. Et on voit bien que leur jugement est un jugement plus que positif, puisque Hachem leur donne raison. On va passer peut-être la suite du Ramban, faute de temps. J'aimerais bien travailler la suite. Donc, en gros, il va préciser, voilà, la formulation des Bnot Tselofran, elles viennent indiquer à quel point leur démarche était réfléchie, combien elles avaient du recul sur les événements et la situation, combien elles avaient de recul sur la faute de leur propre père, et sur leur demande, la précision de leur demande. C'est ça. Et donc, effectivement, il ne faisait pas partie des personnes qui devaient être punies. Il rajoute après le Ramban qu'elles avaient perçu que Moshe vouait une haine assez forte par rapport à la Edat Korach, et que c'était évident pour elles que s'il faisait partie de la Edat Korach, qui est indigne ou pas d'avoir une part à la terre, c'était une évidence pour elles qu'il n'y avait pas de demande à formuler. Et alors justement, on va travailler un tout petit passage sur Korach, donc qui est la paracha qu'on va lire Shabbat prochain, pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Et là, on a une situation complètement diverse, puisque il y a une vraie réaction de Moshe. Donc, Vaikar Korach ben Issar ben Kead ben Levi, donc là on donne sa généalogie aussi, et donc Korach a pris Vedatan ve'Aviram, donc Korach et Datan ve'Aviram, les fils de Eliav, et On ben Pelet, fils de Réhouven, donc Korach a pris. Et il n'y a pas de COD, on ne sait pas ce qu'il a pris, mais il a pris. Rashi va nous éclairer là-dessus. Vayakumu lifne Moshe, on va lire rapidement ce qui s'est passé, le début de la situation. Ils se sont dressés devant Moshe et devant les hommes avec 250 hommes avec eux. Donc ils ont soulevé un groupe de 250, Nessi Eda, Keri et Moed, Anshechem, donc des personnes de nom, des personnes importantes, des princes. Vaïka alou al Moshe, ils se sont rassemblés devant Moshe et Aaron, et Vayomu alem, ils ont dit Rav lachem, c'est trop, vous en avez trop. Donc c'est très étonnant comme démarche. Qui colle à Eda, Kulam Kedoshim, Uftocham Hashem. Parce que, en fait, toute la Eda, toute l'assemblée, Hashem nous a dit Kedoshim Tiyu, on est tous Kadosh, on est tous à part, on est tous saints. Et Hashem est parmi nous. Ou Maddoua Titnase ou Alkea Hashem. Et de quel droit, pourquoi est-ce que vous placez au-dessus du peuple d'Hachem? Donc c'est une démarche qui a presque l'air, comment dire, on ne va pas dire communiste, mais qui a une vocation à aplanir la hiérarchie et dire, bon voilà, la hiérarchie, ça va 5 minutes, il n'y a aucune raison que tu sois au-dessus de nous, on est tous kadosh. Vaishma Moshe Vaipol Alpanav, et donc Moshe entend ça, il en tombe à la renverse. Vaïdaber El Korach, et donc là, Moshe va tout de suite répondre à Korach, malgré tout, et à sa
et à son assemblée. Et ça, c'est intéressant, les mots qu'il utilise. Et il lui dit Boker, donc demain matin. Yoda Hachem et Asherlo. Donc Hachem fera savoir ce qui est à lui, Vet à Kadosh et ce qui est Kadosh. Veikrivélav, et il sera approché à lui. Vet Asher Yifrarbo, Yakrivélav. Et donc Hachem choisira son élu et il s'approchera de lui. De quelle manière? Zot Asou, faites ainsi. Kerulachem Martot. Donc prenez chacun un encensoir. Korach Vechol Adato, donc Korach et son assemblée. Oui, il leur parle presque à la troisième personne. Utnu Bahen Esh, et mettez-y du feu, Vesimu Aleem, et placez dessus Ketoret, donc des encens. De l'encens, Lifne Hachem devant Hachem, Machar demain. Vaya Ish Asher Yifra Hachem, ou Akadosh, et Hachem il va choisir l'encens qui lui plaît, et on saura qui est l'élu, qui doit diriger le peuple. Et il termine par un élément qui a presque l'air, comment dire, provocateur, Rav Lachem Ben Levi. C'est trop pour vous, les fils de Lévi. C'est exactement la même formulation que Korach au début. C'est exactement la même formulation. Il y en a trop pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de définir ça. Rashi, déjà, nous explique Vaikar Korach, qu'est-ce qu'il a pris? Lakach et Atmo. Letzad Echad, Liot Nechelak Mitoch Haeda. Et ça, c'est intéressant. Donc Rashi, il explique, il a pris quoi? Il s'est pris lui-même. Et il s'est pris lui-même. Alors, on n'est pas sur quelque chose de positif de se prendre en main. C'est pas qu'il s'est pris en main, c'est qu'il s'est pris à part. Rashi nous explique, l'akar, il s'est pris, etatmo, lui-même, les tzadechad d'un côté, c'est nechelak. Il a voulu se sortir du lot, on va dire. Les horaires à la keuna avec des prétentions donc de prêtrise, qui était le rôle des Lévim. On ne va pas forcément rentrer dans tout le détail, mais c'est intéressant que ici, j'ai l'impression, à lire Rashi, que Korach, il n'a absolument pas de recul sur les événements. Il vient, sa tahana, son argument, c'est de dire à Moshe, on est tous kadosh, donc tu n'as aucune raison d'être au-dessus de nous, tu diriges trop, tu prends trop de pouvoir, donc moi j'entends, a priori, en toute logique, tu veux qu'il y ait plus d'hierarchie, que chacun ait le même poids dans la Héda, très bien. Sauf que non, Rashi nous dit, Vaïkar, il s'est pris lui-même pour sortir de l'Aïda. Il voulait prendre la posture du Kohen, la posture peut-être de Moshe, et donc il voulait prendre la place. C'est intéressant parce que d'un point de vue complètement extérieur, on se dit, il est fou, parce que sa demande est complètement à l'inverse de l'argument qui prétend opposer à Moshe, de dire, tu ne dois pas être le chef, on est tous des chefs, mais c'est quand même moi qui dois gérer. Donc c'est un peu délicat, et c'est ça qui m'intéresse. C'est exactement ce point-là. C'est la capacité dans la perception des événements à ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose d'illogique dans sa demande. On va creuser un peu. Donc dans le Har HaChaim, Vaishma et Moshe Vaïpol, et donc Moshe. Alors là, on va prendre un angle de vue complètement différent. On a étudié la situation du point de vue de Korach, on va étudier la situation du point de vue de Moshe, puisqu'il a entendu ça, il est tombé à la renverse, Moshe. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tsarich Ladat, Lama Utzrach Lomar Vaishma. Pourquoi? Alors, la question initiale du Har HaChaim, c'est de dire pourquoi est-ce que le Passouk nous précise et Moshe a entendu et il est tombé. Évidemment qu'il a entendu, puisque chez Achar chez Amarakatu, Vayomru Aleem, Korach et la Héda est venu lui parler directement. Évidemment qu'il a entendu. Comment ça pourrait être autrement? Minaïn est allé à la date, chez le Ishmadou, on pourrait imaginer qu'il n'a pas entendu. Od Sarif la date, Mazot Nefila. Et aussi, il faudra expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tombé. Il est tombé face contre terre, techniquement. Veniré, qu'il est tzad chez un Megalgalim Logamru Xerat, un Mekaven, shel Atsaat Devarim, au dire Akatu, chez Hevin Moshe Tachlit Advarim. Que Moshe, ils n'avaient même pas fini de parler, il a tout de suite très bien compris quel était l'enjeu et quel était le sujet. Il est tombé directement. Agam chez l'Opirchou Devarim, Veomru, même s'ils n'avaient pas encore précisé, donc chez l'Opirchou, ils n'avaient pas encore précisé leur demande, que Moshe en est tombé. Il a tout de suite compris quel était l'enjeu chez Korach, et c'est ça qu'il a dépité. Veomru Vaïpol, et on dit, donc le Passouk dit, et il est tombé. Les Gadma chez Amru, chez Hem Mitnasim al Keal Hashem, chez Kalelu Bedvarehem, Moshe et Aaron. Donc ils sont venus voir Moshe et Aaron. Ils ont mis les deux dans le même panier, ils leur ont parlé au pluriel. Vous êtes mis au-dessus de nous, vous avez trop de pouvoir. Keneged Mashe Noga Moshe Nafal Alpanav. Que Moshe, il est tombé sur sa face, silencieux, en ce qui le concernait, dans l'attaque personnelle qui lui avait été faite, les Harot Ketsa à Acharon, Achana,
Sheva Nafsho qui a Haaretz, et qui se positionnait dans une posture comme si c'était de la poussière de la terre. Il s'est mis au niveau du sol. On lui reproche, donc Moshe, je résume, on lui reproche de prendre trop de pouvoir, de prendre trop de place. Donc c'est l'argument de Korach. Et sa réaction physique, c'est de se mettre au sol. Donc au niveau de la terre, au niveau du sol, c'est exactement ce que Korach demande. En termes d'approche intellectuelle, Moshe, il dit « Moi, je ne suis rien, je suis au niveau de la terre ». Question, après, il prend la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Qu'Eved Amishtachave Lifnei Hashchara, donc il se positionne comme un Eved qui se prosterne. Vekeneged Gedolat Aaron, mais par contre, en ce qui concerne la grandeur d'Aaron, Amar, on dit Vaidaber El Korach. Et là, Moshe prend la parole, non pas pour se défendre d'avoir pris trop de place ou de sa posture presque politique, on va dire, parce que c'est des questions politiques qui sont en jeu. Par contre, il va descendre à Aaron. Il va dire Boker, demain, vous allez voir ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a lu juste avant. Pirouche, lotatzdiku divrei devarai, baiser, al shetavrinu, im mimeni yatsu adevarim, im me'ashem yatsa adavar. Mais sachez que la posture de Aaron, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, et je vais vous le prouver, c'est que demain, Hachem choisira. Et donc, le Rachaim, il vient nous donner un éclairage complètement différent de la situation, c'est que Moshe n'est pas dans une démarche du tout, rugueuse pour les rabaisser ou pour d'être un petit peu méchant, mais pour lui-même, on sait que Moshe était modeste, on en a encore une preuve ici, il n'a pas voulu se défendre, absolument pas, il a dit, moi il n'y a pas de problème, par contre Aaron, sachez que c'est pas parce que c'est mon frère et que je l'ai nommé, on n'est pas sur un abus de pouvoir, c'est Hachem qui l'a choisi et je vais vous le prouver. Et c'est ce qui va se passer dans la suite, puisque Hachem va évidemment choisir Aaron et l'assemblée de Korach va être ensevelie. Alors, à ce stade-là, on a vraiment deux situations complètement différentes, avec des réactions de Moshe complètement différentes. On a Moshe qui réagit face au Bnot Tselophrad et face au Mekoshesh Etzim de manière très effacée. Et donc les filles de Tselophrad ont une démarche avec beaucoup de recul, beaucoup de finesse, beaucoup de précision. Et d'un autre côté, on a Korach qui vient de manière frontale, rude, rugueuse, et qui ne se rend même pas compte qu'il y a une problématique dans sa demande. C'est-à-dire que de base, il demande quelque chose contre lequel il se bat. Donc là, on est en plein dans le sujet politique. Alors, pour avancer encore un petit peu, on va traiter une autre situation où Moshe ne répond pas. Et ça, c'est une situation encore plus complexe, c'est la situation du Mekalel, celui qui maudit Hachem. Donc on va passer rapidement là-dessus, c'est juste pour apporter un éclairage supplémentaire. Donc dans Vayikra Kavdalet, Vayetse Ben Isha israélite, donc je vous le traduis directement. Donc le fils d'une femme Israël, Vehu Ben Ish Mitzri, donc qui était un homme, qui était fils d'un Égyptien, donc mère Israël, père égyptien, Betor Ben Israël, il est sorti à l'intérieur des Ben Israël, Vayinatsu Bamachane, il s'est disputé dans le campement, Ben Israélite, Veisha Israélite. Donc il s'est disputé avec ses semblables ou pas. Vaikov Ben Isha Israélite, donc qu'est-ce qui se passe? Il se dispute et il va, alors même en termes de plat c'est un peu compliqué, mais il va percer le nom, et Hachem, le nom d'Hachem. Vayikalel, il va le maudire. Et donc automatiquement, ceux qui sont autour de lui, Vayavi ou Oto El Moshe, pour eux c'était absolument inaudible. Il a maudit Hachem, ils l'ont emmené vers Moshe. Veshamimo, et on cite le nom de sa maman. Et à nouveau, Vayanichuhu Bamishmar Lifrosh Lahem Alpi Hachem. Moshe ne répond pas, Moshe ne réagit pas, et on l'a mis en prison parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et à ce moment-là, à nouveau, Vaidaber Hachem El Moshe est mort. Donc c'est Hachem qui prend la parole et qui dit voilà, il va falloir le sortir du campement lui aussi. Et tous ceux qui l'ont entendu vont mettre ses mains sur sa tête, vont mettre leurs mains sur sa tête, et on va le lapider lui aussi. Kol Haïda, toute l'assemblée. Et à nouveau, même processus. Dans ce cas de figure où Hachem vient répondre à une question qui a été apportée devant Moshe, mais où Moshe n'apporte pas de réponse, on a un nouveau din qui est le din de celui qui maudit, Ish ki yekalel, et Elokav, celui qui maudit son Dieu, Venasachet o, il portera sa faute, etc. Et donc il va devoir être tué. Donc on est toujours sur la même structuration. Et ça, c'est intéressant. Et alors, j'ai cité le dernier passouk, Vaidaber Moshe el Ben Israël. Donc, Moshe prend la parole, Vayotsi ou Atamekalel. On explique, El Michutz la Machane. On explique qu'ils l'ont sorti du campement.
ils l'ont lapidé, et ils ont tous fait comme Hachem a fait, donc, comme Hachem avait ordonné à Moshe. Donc on a le même type de schéma qui se propose, et là on a un peu d'éclairage dans Rashi, Ben Ish Mitzri qui est, ou Amitzri chez Harag Moshe. Donc là ça devient intéressant. D'après Rashi, c'est le fameux Égyptien que Moshe a tué donc dans le début de l'histoire, donc dans Shemot, ouais, où l'Égyptien frappait Israël, et que Moshe a tué cet Égyptien, l'a enseveli dans le sable. Et donc c'est ce Mitzri qui a priori aurait eu un enfant avec une Israël, et c'est cet individu qu'on retrouve ici, c'est ce Mégalel. Et donc, pourquoi est-ce qu'il s'est énervé, ce jeune homme? Vayanichou, donc dans Rashi toujours, sur Vayikra, Levado, donc lui seul. Donc là, c'est intéressant parce que Rashi lui-même fait le parallèle avec le Mekoshesh et Tzim, donc celui qui coupait du bois au début de notre sujet. Velo Inichou, Mekoshesh Imo, mais on l'a mis tout seul, et on ne l'a pas mis dans la prison avec le Mekoshesh et Tzim. Chez Shnehem, Ayou Beperek Echad, parce que Rashi explique qu'on est dans un Perek similaire, dans le même épisode, dans la même temporalité, mais ils n'étaient pas ensemble. Veyodei Ayou, chez Amekoshesh Bemita, parce qu'ils savaient, donc là ça vient éclairer notre question de départ, donc Moshe, il savait qu'il fallait le mettre à mort. Et effectivement, Rashi confirme, il savait qu'il fallait le mettre à mort, mais il ne savait pas par quel moyen. Puisqu'on a 4 morts du Beddin, il ne savait pas laquelle utiliser. Aval loporash lahem be'ezo mita. Les cartes Neymar, c'est pour ça qu'il est dit qu'il loporash mayeaselo. Donc là, on comprend bien la finesse du pasouk. Il ne savait pas expliquer, ne savait pas déduire qu'est-ce qu'il faudrait lui faire. On sait qu'il faut le tuer, mais on ne sait pas comment. Aval ba mekalel ou Omer lifrosh lahem. Mais pour le mekalel, pour celui qui a maudit, dans notre cas de figure juste là, chez lo ayu yodim im chayav mita umlav. Mais ils ne savaient même pas s'il fallait le mettre à mort ou pas. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, puisqu'ils l'ont arrêté, ils l'ont amené devant Moshe. C'est possible ça de maudire Hachem? Mais Moshe n'est pas en mesure de répondre. Et là, c'est intéressant parce que, alors je n'ai pas cité tous les textes, mais clairement, ici on a une situation qui est difficile parce que alors ce qu'on apprend du Mékalel, c'est que cet individu dont le père est l'Égyptien qui a été tué, donc il vit avec sa maman, et techniquement il n'a pas de part, il n'a pas d'héritage. Donc la même problématique que pour les filles de Tselophrad, sauf qu'ici elle n'est pas justifiée, puisque la terre appartient au père, et que c'est le père qui transmet cette terre-là. Lui, son père est égyptien, il n'a pas de place. Et c'est ça qui le rend fou. A priori, il vient demander, Moshe lui dit, ben non, je suis désolé, la règle est ainsi faite, tu ne peux pas avoir une part dans la tribu, tu dois t'installer, et point barre. Et donc, on a cette situation-là qui vient. Et donc là, pareil, on a un autre personnage qui vient mettre à mal les décisions de Moshe, et qui a une posture de réclamation, mais d'une réclamation violente, on va dire. Une réclamation violente parce qu'il y a une règle, la loi est connue, il la connaît, il vient demander à Moshe, et Moshe lui répond la loi, et il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas la loi, alors que, bon, voilà, il fait partie de ce monde-là, il fait partie de cette loi-là, et du coup, il en subit évidemment les conséquences. Donc, on voit qu'il y a des donc c'est ce que je notais, il y a des réclamations avec des situations qui sont différentes. On a des schémas de textes et d'événements qui sont très similaires, mais on a des postures complètement opposées. Et c'est un peu le principe de cette différence de perception qu'on va avoir entre les Bnot Tselophrad, donc les filles de Tselophrad, entre Korach, entre le Mékalel aussi, qui sont qu'on a. Alors, on dit qu'on voit plus facilement la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans son propre œil. Et c'est, à mon sens, il y a quelque chose qui se joue ici qui est proche de ça. On va avancer sur un autre texte pour finir. J'ai encore un ou deux éléments à vous montrer. Le premier, c'est dans Bamidbar Tedzaïn. Donc déjà, la suite de Korach, qu'est-ce qui se passe? Vatiftar haaretz et pia vativla otam. Vet batem, vet kol adam. Donc la punition de Korach, donc Moshe dit Hachem va choisir. Et donc le lendemain, ils viennent avec leurs encensoirs, etc. Et Hachem va ouvrir la terre. Hein, c'est très cinématographique. Va ouvrir la terre s'ouvre, ouvre sa bouche et va les avaler. Eux, leur maison, et tous les hommes, Asher les Korach, qui étaient à Korach, Vetol, Ariach, et donc tout leur bien. Donc Korach disparaît complètement. Et donc là-bas, on voit, donc Vayakrev Moshe et Mishpatan, là c'est sur, je ne l'ai peut-être pas bien introduit, c'est sur les Bnot Tselophrad. Donc au moment où les filles de Tselophrad viennent demander quelque chose, et qu'on va leur donner raison, Hachem va leur donner raison,
Rashi nous éclaire encore plus sur le comportement de Moshe. Vakref Moshe et Mishpatan. Donc, Moshe a approché leur jugement. Nitalma alacha mimenu. Une première explication, c'est qu'il a oublié. Il ne savait pas comment juger le cas. Vekan nifra al shenata la taralomar ve'adavar hashayik shemikem takrivu melav. Et donc, Hachem a précisé, donc on a le passage dans Tarim, que les choses qui sont difficiles à décider, vous me les approcherez. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et d'avar acher, il y a une autre explication dans Rashi. Reuya aïta parashazo leikatev alidé Moshe. Cette paracha, donc cette loi-là, aurait pu être écrite de la main de Moshe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'il a oublié. Et là, chez Zahu, Benot Selofrad, venir Teva Aliadan. Donc dans Baba Batra, il cite la Gemara Rashi, que le mérite que les filles de Tselofrad avaient était tel que la paracha, elle porte leur nom. Et donc la loi vient de leur propre question et non pas d'une réponse de Moshe. Donc c'est intéressant. Comme Moshe, de nouveau, passe au second plan, volontairement, dans cette deuxième explication de Rashi. Parce que les Bnot Selofrad avaient un comportement et une demande, et elles sont venues réclamer quelque chose, hein, au même titre que Korach, au même titre que le Mekalel, mais pas du tout dans la même démarche. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où on touche, pour moi, à une affaire de perception, c'est que Korach, il en a eu marre, il avait envie du pouvoir, il est venu, il a dressé 250 personnes avec lui, et il est venu devant Moshe et Aaron, et il a réclamé de force, en disant tu n'as pas le droit de prendre ce pouvoir-là. Après, on pourrait même traiter les Midrashim là-bas dans Korach, où il est venu l'attaquer sur son propre terrain, notamment avec la paracha des Tzitzit, et par rapport à la couleur donc le fil bleu qu'ils étaient censés mettre sur leur Tzitzit. Et donc, il est venu le chercher sur son propre terrain, sauf qu'il n'y a pas du tout l'écoute, et il n'y a pas du tout le recul que les filles de Tselofrad ont pu avoir. On est sur une démarche très personnelle, égoïste, où, pour moi, c'est le meilleur exemple. Korach, il ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de faire est complètement un contresens par rapport à ce qu'il demande. Je demande à ce que tout le monde soit kadosh, comme Hachem nous l'a promis, mais je dois décider, je dois diriger, et non pas toi, Moshe. Donc, ça transforme, la perception même qu'il a de l'événement transforme sa démarche et sa réclamation, non pas une réclamation intelligente, intelligible, mais en une réclamation complètement déplacée, qui pour un observateur extérieur, on se dit, on sait comment ça va finir quand on commence à lire la paracha de Korach. On sait bien qu'il va être puni. Et tout ça pour dire que la manière dont on va déjà être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute du contexte, à l'écoute des éléments qui s'offrent à nous, et la manière dont on va présenter la réclamation, la finalité n'est pas la même. Et on est sur une démarche personnelle que chacun a sur soi, de soit d'être à l'extrême de Korach, à savoir être donc dans la démarche de réclamer comme un dû, comme quelque chose qui nous est dû, qu'on attend, qui est quelque chose qui nous appartient, ou comme une question des filles des Tselofrad qui viennent en écoutant ce qui se passe, en étant à l'écoute des situations, en étant à l'écoute des règles que Moshe va édicter, elles vont se dire, mais il ne fait pas partie de la Eddat Korach, il ne fait pas partie des Meragilim. Quelque part, peut-être qu'on a le droit à cette terre-là. Est-ce que c'est juste? C'est une réclamation sous la forme d'une question. Et c'est ça qui, pour moi, dans ce sujet-là, est l'idée importante. Pour finir, s'il me reste quelques minutes, on va juste rapidement travailler un texte dans Shmuel qui fait bien écho de cette capacité qu'on a à ne pas à brouiller nos perceptions et à ne pas se rendre compte que parfois nos demandes et nos réclamations sont complètement déplacées parce qu'on ne prend pas forcément le temps ou peu importe parce qu'on est construit comme ça, un être humain est fait de biais et de perceptions qui font que oui, c'est plus difficile de se remettre en question que d'aller réclamer en étant persuadé qu'on a raison. Donc c'est dans Shmuel Bet, donc le Perek Yud Bet, la situation est assez complexe. Dans les prakim d'avant, David donc a vu Bathsheba, donc est tombé amoureux d'elle, et donc il est allé avec Bathsheba, qui ensuite s'est avérée être enceinte. Sauf que la problématique, c'est que Bathsheba était mariée à un homme qui était à la guerre à ce moment-là. Et donc David, on raconte ça rapidement, hein, David va faire en sorte, de peur que, évidemment, Bathsheba est enceinte, elle a un enfant alors que son mari est à la guerre, c'est un peu délicat comme situation. Donc il va demander à Yoav, en fait, d'envoyer à la mort tout simplement le mari de Bathsheba, et il va l'envoyer à la mort, et c'est ce qui va se passer. Yoav va
le mettre en première ligne, il va conduire une attaque dangereuse, et donc le mari de Bathsheba va mourir. Et évidemment, c'est pas forcément une idée qui est simple à gérer pour nous. Et donc, on le dit dans le passage, je ne sais plus si c'est dans ce passage-là, qu'il y a quelque chose qui déplaisait à Hachem dans ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, on est sur un abus de pouvoir. Là. Et donc, ce qui va se passer dans ce pérec-là, c'est que Hachem va envoyer le prophète du moment, donc Nathan. Donc, je vais vous lire le passage. Va Yishlach Hachem et Nathan el David, va Yavo Elav, va Yomer Lo Shne Anashim Ayu Beir Echad. Donc, c'est très amusant. Moi, c'est des passages qui me plaisent beaucoup. C'est Hachem envoie Nathan, donc le prophète, vers David, le roi David, et donc il vient le voir et il lui dit, il y a 2 hommes qui étaient dans une ville. Donc il lui raconte une histoire. Il lui raconte une histoire. Donc il y avait 2 hommes dans une ville, Echad Ashir et Echad Rash. Donc il y en avait un qui était riche et un qui était pauvre. Donc voilà, l'histoire commence de manière assez simple. La Ashir Ayatson ou Vakar, Arbe Meod. Le riche, il avait énormément de petits bétails, de gros bétail en sa possession. Velarash, et donc le pauvre, Enkol Kiim Kivsa Achat, Katana, il avait juste une brebis, une petite brebis à Sharkana qu'il avait achetée, et dont il vivait, Vatigdalimo, et qui grandissait avec lui, Veimbana, avec ses enfants, Yardav, tous ensemble. Mipitotochal, il mangeait de son pain, Mikoso Tishte, elle buvait donc la chèvre à son verre, Ubecheko, Tishkav, Vadeil, Okevat. Et donc, bon, là, on est sur un extrême inverse. Hein, et donc, la brebis, en fait, vivait avec lui et ses enfants dans la maison. Il mangeait à leur table. Elle se couchait auprès de lui. Et pour lui, c'était comme une fille. Vayavo elech leish et ashir, vayachmol lakachat mitsono ou mibkaro laasot leoreach habalo. Donc, il y a une fois un voyageur qui arrivait dans cette ville-là. Et donc, l'homme riche a voulu accueillir le voyageur, hein, sauf qu'il a eu pitié de prendre de son propre bétail et pour offrir à manger donc, à ce voyageur. Vaikar et kivsat aish arash vayasea leish haba elav. Et donc il a pris la chèvre, la brebis du pauvre de la ville, qui était sa seule possession. Il lui a fait la shrita, il a préparé un bon repas et il a invité le voyageur. Et donc automatiquement, Vayicharav David. Et là, David se met en colère. Il entend cette histoire, il se met en colère. Baïsh Meod contre l'homme de l'histoire. Vayomer el Nathan, il a dit à Nathan, Chai Hashem, sur la vie d'Hachem, qui ben mavet à Yeshao Sezot. C'est le fils de la mort, cet homme-là, qui a agi de la sorte. Donc on a une réaction passionnelle de David pour cette injustice, puisqu'il s'agit vraiment d'une injustice flagrante. Ven Akifsa, Yeshalem Arbataim, et Vet Akifsa, pardon, et donc il dit la brebis, il devra la payer 40 fois. Et Kev Asherasa est Adavarazé pour avoir fait cette chose-là, Asher Lochamal, de ne pas avoir eu pitié. Il a eu pitié de son propre bétail, mais pas du pauvre, de son pauvre voisin. Et là, le début du dénouement va Yomer Nathanel David, et donc Nathan répond à David, Ata Aïch, c'est toi l'homme. Quoi, Marachem Eloke Israël? Ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël, Anochi Meshach Ticha le Melech al Israël, va Anochi Tzal Ticha Miat. Moi, donc Hachem parlant, moi je t'ai nommé roi sur Israël, et moi je t'ai sauvé de Shaoul, donc c'est toute l'histoire de Shmuel Aleph. Effectivement, David est le protégé d'Hachem. Et donc, là il y a un moment qui est frappant, c'est que David s'énerve contre cet individu-là, et Nathan lui répond, mais le comportement qui te met en colère, c'est le comportement que tu as eu. C'est-à-dire que David, il avait plusieurs femmes, c'était le roi, il a pris la femme d'un autre, il a fait tuer cet homme. Donc cette histoire-là, elle m'intéresse parce que c'est exactement ça, cette histoire de perception. Même David, à ce moment-là, quelque part, quand il se met en colère quand on lui raconte cette histoire, et c'est une évidence pour lui, il perçoit pas, il se rend pas compte en sous-entendu que la situation, elle décrit l'injustice que lui-même a fait subir. Et c'est à ce moment-là que la perception, elle va changer chez David. Donc des fois, il faut passer par des histoires, par des métaphores, des paraboles, qui font qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui va manquer à Korach. C'est qu'il n'a pas cet outil-là, et il n'a pas cette capacité sur ses perceptions à les interroger, à interroger ses propres perceptions et se dire, il y a un problème dans ce que je suis en train de faire. David ne l'a pas eu avant, il l'a eu après, il va l'avoir juste là. Yomer David el Nathan, donc j'ai sauté un passage, et donc David va répondre à Nathan, Chatati Lachem. Il dit, effectivement, à la lumière de cette histoire que tu me racontes, je me rends compte de l'erreur que j'ai faite.
Vayomer Nathan el David, Gam Hashem et Evir Chatatecha Lotamut. Mais Hashem va te pardonner, donc Nathan lui dit, tu ne vas pas mourir, mais attention, il va lui expliquer que, donc, la suite suivante, Efes Kini Etz Ni Atzta et Oive Hashem Badavarazé, Gam Ben Ayirad Lecham Adumat. Donc il lui annonce que l'enfant qui va naître de Bathsheba va mourir. Et Vayiler Nathan el Beto, Vayigof Hashem et Ayeled, Hashayelda Eshet Uriah, les David Vayanesh. Et Vayilevakesh David et Elohim, Bead Anahar, Vayatzom, David, Tzom, ou Valan. Et donc David va essayer de se faire pardonner. Il va faire un jeûne, il va demander à Hachem le pardon, il va faire tchouva, il va se coucher à terre. Et malheureusement, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire puisque son enfant va mourir. Et je vais vous citer la suite, parce qu'effectivement, finir comme ça ce soir, ce serait un peu tristoun. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on a travaillé cette idée de perception, de recul sur soi et d'interrogation de ses perceptions. Et la fin est étonnante, c'est que c'est une histoire qui est tragique. Et pourtant, qu'est-ce qui va en sortir? Quelques psukim après, va Yakom David, mais arrête. Donc l'enfant va mourir. Les serviteurs vont l'annoncer à David. Et automatiquement, quand il va l'apprendre, David va se lever. Va Yakom David, il se lève, mais à reste de la terre. Va Yichatz, il se lave. Va Yassar, va Yachalef, Simlato, donc il se rase, il fait sa douche, il s'habille. Va Yavo, Bet Hashem, va Yishtachavu, va Yavo el Beto, va Yishal. Donc il va prier Hachem et ensuite il demande à ses jeunes de lui amener à manger et à boire. Et là aussi, problématique de perception, les serviteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as jeûné, t'as pleuré, t'es resté au sol, et aussitôt qu'il décède, tu te lèves et tu manges du pain. De leur perception, c'était complètement illogique. De prendre ce deuil-là avant et ensuite de se lever d'un coup et de reprendre sa vie normale, ça les a complètement choqués. Et donc il leur a répondu, quand il était encore vivant, j'ai jeûné, j'ai pleuré. Qui a marti miyodéa, qui sait si Hachem va me pardonner ou pas? Donc j'ai tenté tout ce que j'ai pu. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Lamazé anitzam, pourquoi je vais jeûner? Est-ce que ça va me ramener? Ça va me le ramener? Non. Donc il explique ce qui va se passer. Il explique que, encore une fois, cette perception que vous avez est fausse. Ce n'est pas la mienne. Et le regard que vous avez sur mon comportement n'est pas juste. Parce que le regard que j'ai sur moi-même, sur mes actes, est complètement cohérent. Il y a une cohérence parfaite dans le comportement de David pour lui. Et sauf qu'en tant qu'observateur extérieur, ce n'est pas une évidence non plus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là-dessus que je veux conclure. Nachem, David, et Bathsheba Ishto, et donc il s'est consolé, il a consolé sa femme, Vayavo Elea, Vayishka Vima, va Teled Ben, et donc il va retrouver Bathsheba, et va naître de cette union un fils, Vayikra et Shemo Shlomo, Vachem Aevo, et donc c'est la naissance de Shlomo Améler, qui est celui qui va reprendre le flambeau de David Améler et qui va construire le Beth Amikdash. Donc on voit que tout ce déroulé d'événements qui sont tous tragiques et dramatiques, depuis l'histoire de Bathsheba jusqu'à la naissance de Shlomo, on finit sur la naissance. Dans cette union va sortir le futur roi, celui qui va avoir le rôle le plus fort. Donc dans l'histoire des rois, c'est de construire le Beth Amikdash. Donc je voudrais juste conclure là-dessus. Si je devais ramasser un petit peu tout ce qu'on a dit, pour moi, il y a une problématique dans tous ces textes-là, qui est une problématique de savoir quelle est la posture. Donc, on a traité plusieurs sujets. On a parlé des perceptions, on a parlé de politique. On a parlé aussi de rapport à soi-même. Et pour moi, c'est intéressant, c'est que on doit apprendre à interroger nos perceptions et à ne pas tout prendre pour acquis comme si c'était des évidences. Donc, on doit interroger ces perceptions-là et on doit apprendre à peut-être plus avoir le recul sur les événements et ce qui nous entoure et plus d'écoute au même titre que les filles de Tselophrad l'ont fait et à juste titre, plutôt que d'être plus dans l'assurance de ses perceptions comme Korach l'a été et de se tromper. Donc voilà, si je devais m'encourager à une chose par rapport à l'étude de tous ces textes, c'est de continuer à interroger mes perceptions et non pas d'adopter une posture qui est une posture de réclamation, mais plutôt une posture d'interrogation sur ce qui peut m'entourer
et peut-être ajouter un peu de modestie de Moshe, ça pourra aussi nous faire le plus grand bien. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci à toi. Merci à vous. Et alors ouais, juste une seconde. Hein. Voilà, merci à toi, merci beaucoup. Et on se retrouve demain, même heure, 18h, avec un nouvel intervenant. Et voilà, une bonne soirée, de bonnes nouvelles à tous. Au revoir. Est-ce que je peux poser une question, Jonathan? Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut comprendre par rapport à Bathsheba, elle était Eshet Ish quand même? Alors attendez, juste une seconde. Je lui remets, attendez, hein, je lui remets voilà. Effectivement, c'est très délicat ce passage-là. Ce passage est très délicat. Alors après, David va payer l'erreur qu'il a faite. Mais effectivement, c'est une grosse question que vous posez, à laquelle je n'ai pas forcément une réponse toute faite. Faudrait travailler le texte et travailler les commentaires là-bas. Il est clair que le fait que David soit le roi joue dans quelque chose. Alors là, on reprend sur un sujet aussi politique, qui est que David, il a une posture particulière. Et dans cette posture particulière, Hachem va peut-être pardonner plus facilement, ou en tout cas, le jugement des hommes ne peut pas atteindre David de cette manière-là. Et c'est pour ça que c'est Hachem qui va tout de suite intervenir et va le remettre face à ses responsabilités et va lui proposer, va lui exposer ce qui va se passer. Et David ne pourra rien y faire. C'est-à-dire que David fait tchouva, il dit j'ai fauté envers Hachem. Hein. On sait qu'on a la possibilité de faire tchouva, mais là, ça n'a pas suffi. Donc, il y a quand même ce poids-là de la punition, qui est une punition forte et qui répond partiellement à la question. D'accord. C'est dur. Mais c'est dur à entendre. J'ai une autre question, je peux? Oui, allez-y, je vous en prie. Comment se fait-il qu'au moment où Moshe est venu, enfin, était en retard d'après les Israël, comment se fait-il que Korah n'ait pas à ce moment-là pensé qu'il aurait pu prendre la place de Moshe? Vous parlez du moment où Moshe est encore sur Har Sinaï? Oui. Au moment où les Israël ont demandé un guide. Oui, alors, je pense que alors, là, on rentre dans des détails, mais alors, je crois que c'est le Eben Ezra qui va expliquer comme ça la chronologie des événements. Là, on lit Korah, après chez l'Arklecha, après l'histoire des Meraglim. Le Eben Ezra, il dit non, c'est pas ce qui s'est passé, parce que la demande de Korah, en fait, elle est liée au fait que, à l'initiale, c'était les premiers-nés qui étaient censés porter la prêtrise, la Keuna. Sauf que l'événement qui a déclenché que c'était les Lévim qui allaient prendre le relais, c'est le Hegel Hazav, c'est la faute du veau d'or. Et donc, il relie donc ces événements, il dit, en fait, Korach, il est intervenu pas au moment où Moshe il tarde à descendre, parce que à ce moment-là, Korach, pour lui, potentiellement, et d'ailleurs, il dit que les 250 étaient des aînés, qu'à ce moment-là, pour eux, tout allait bien potentiellement. Et qu'ils n'avaient pas encore perdu leur posture d'existence politique en termes de Keuna, et qu'au moment où ils fautent avec le veau d'or, que Hachem décide de les priver de la Keuna et de la donner aux Lévim, c'est à ce moment-là que la Edat Korach s'est levée, et c'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus. Donc, la question est intéressante parce que justement, en tout cas, il y a des commentaires qui le lisent comme ça en termes de chronologie. Moi, j'aurais aussi une question. Vous avez dit que Moshe n'est pas intervenu dans certains cas. Est-ce qu'il y a une réponse? Pourquoi il Si seulement j'avais une réponse toute faite, je serais pas tellement hanté par la question. Mais oui, alors si on compare, il y a d'autres cas de figure que je n'ai pas cités. Il n'y en a pas énormément. Hein. Moshe, en général, réagit quasiment tout le temps. Les deux autres cas qui sont intéressants, un qui est très positif, c'est le Pessar Sheni. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est les deux qui avaient récupéré les corps des Lévim, des Kohanim qui étaient donc morts dans le Ohel Moed et qui, du coup, étaient tamés au moment de Pessar et qui ont dit c'est pas juste. Et c'est peut-être le point commun qui va lier tous ces éléments-là, tous ces cas de figure-là, c'est qu'il y a un discours de c'est pas juste. Que ce soit pour Korah,
Alors, pour Korach, il est déplacé, mais ça reste un discours de c'est pas juste que tu te poses au-dessus de nous et que tu abuses de ton pouvoir. On a les bnotes Tselophrat, les filles de Tselophrat, qui c'est pas juste. Il a fauté, il est mort, certes, mais il n'a pas de garçon. C'est pas juste de perdre son nom. Le Mekalel, c'est pas juste que je n'ai pas d'existence donc dans les tribus, même si en soi, on peut le comprendre, mais la règle est faite. En tout cas, il y a une notion de justice et de rapport à la justice qui est délicat. Pour Pinchas aussi, on va avoir la question, même si le sentiment de justice est un peu plus complexe à retrouver. Et pour le Mekoshesh, il y a aussi quelque chose comme ça, puisqu'on a une lecture d'un Tosfot qui dit qu'il a fait exprès. C'est une Avera Lishma, c'est-à-dire qu'il a fauté pour donner une leçon au peuple qui, après la faute des Meragelim, sachant qu'ils ne rentreraient pas en Israël, ont décidé ils se sont dit, bon, en fait, les mitzvot, il n'y a plus d'intérêt, maintenant on va rester 40 ans ici, on va pas s'embêter à faire les mitzvot. Et donc, Tselophrat aurait fait ça exprès. On dit, vous croyez vraiment qu'on va plus faire les mitzvot? Regardez, je vais fauter et on va me punir et vous verrez que la loi, elle est vraie, quel que soit le cas de figure. Et donc, c'est une notion de justice presque envers Hachem là, qui se joue. Mais pour moi, c'est tous les sujets où Moshe n'intervient pas, il ne donne pas de réponse frontale, quelles que soient les lectures de Rashi, hein, soit parce que les Bnot Tselophrat, elles méritent que cette loi-là porte leur nom, ça reste qu'il y a une notion qui est délicate où Moshe, en tant qu'être humain, il ne peut pas forcément répondre tout seul. De faire face au sentiment d'injustice, même si c'est lié à une perception qui est fausse, qui est déplacée, je ne sais pas si un homme il est capable, au niveau de la gestion hein, d'un Kahal, d'une assemblée, d'une communauté, je ne sais pas si l'être humain il est capable de faire face à ce sentiment puissant d'injustice et d'avoir une réponse qui est intelligible. Alors Moshe, il a la chance, c'est qu'il a le joker Hachem et qu'il peut prendre son téléphone et dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Malheureusement, nous, on ne l'a plus. Donc, on est obligé de se débattre avec ces sentiments d'injustice-là et d'essayer de proposer des réponses qui sont le plus adaptées. Mais à chaque fois, on est obligé de prendre du risque que Moshe, lui, n'a pas pris. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Chodesh Tov à tout le monde. Et à demain. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne soirée.